passe dans le monde, de voir un peu ce qui se passe dans le monde, les normes, les standards, les pratiques, euh, l'état de l'art en général dans le monde et s'il y a bien sûr des standards à suivre et des chartes internationales. Et par la suite, de voir la situation en Tunisie. Ça permet donc de voir, donc de jeter un coup d'œil sur les standards, de s'informer, de comparer à chaque fois à quel point ces standards-là sont appliqués, leur degré d'application ou les défis quant à leur application, mais également de voir ce qu'il faut qu'on fasse, parce que des fois aussi, quand on est gestionnaire de site ou même manager comme moi, généralement, on est occupé par nos projets et on a tendance à oublier de voir ce qui nous est demandé de faire, euh, les standards par rapport à cela et ce qui nous reste à faire en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle avoir toujours ces deux parties nous permettent de toujours nous conformer à ces standards et ne pas perdre le point de mire. Donc, dans la première partie en lien avec la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, nous nous pencherons sur la coopération culturelle internationale. Tout juste après, on va se pencher sur les principales organisations et bailleurs de fonds. Encore une fois aussi, l'idée, c'est de montrer aux gestionnaires de sites à qui demander l'argent, quand il est nécessaire de demander l'argent, et comment sont structurées ces coopérations internationales. Donc, ça permet aussi d'offrir des perspectives pour de nouveaux projets, aussi bien entre des partenaires tunisiens et italiens ou alors des partenaires ou italiens ou tunisiens, que ce ne soit pas transfrontalier, mais en tout cas des coopérations à l'échelle internationale, tout en sachant à qui s'adresser comme bailleur. La deuxième partie, qui est la coopération en Tunisie, sera traitée également en deux parties. Donc, la coopération transfrontalière, les projets et comment c'est structuré également d'un point de vue institutionnel. Et par la suite, les projets de l'IMP, puisque nous traitons du patrimoine et que pour le patrimoine, les principaux projets sont euh, euh, centrés autour de l'IMP, de l'Institut national du patrimoine. Donc, pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, donc le contexte général ici, c'est que dans l'acte constitutif de l'UNESCO lui-même, la coopération est une partie importante. On y fait référence de façon indirecte, mais ça traite directement de la paix qui est par la suite développée pour faire en sorte que parmi donc, les piliers de cette paix à laquelle nous ambitionnons tous, il y a comme action réelle pour la concrétiser la coopération. Donc, dans la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1948, dans l'acte constitutif, le préambule dit que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Donc la déclaration rappelle que la paix, non, pardon, la solidarité, la paix se fonde, pardon, sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Elle rappelle aussi que la dignité de l'homme exige la diffusion de la culture et de l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, et à cet effet impose à toutes les nations des devoirs sacrés qu'elles ont à remplir dans un esprit de mutuelle assistance. Elle reprend ainsi les États membres de l'organisation, donc nous parlons ici des Nations Unies, les États membres de l'organisation résolus à assurer la recherche de la vérité et le libre-échange des idées et des connaissances, et donc ont décidé de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples. Donc on voit que les fondements, les premiers textes qui parlent de cela, de la coopération internationale, se trouvent dans la Déclaration des Nations Unies de 1948. Donc, elle continue, donc pas les Nations Unies, mais l'UNESCO, un peu plus tard, quelques années plus tard, que
euh, on continue sur cette même lancée. Donc, afin de contribuer à la réalisation de la paix, l'UNESCO n'a cessé de mettre l'enseignement de la diversité au cœur de ses programmes, sans oublier l'esprit de coopération, et ce afin de permettre aux sociétés de travailler ensemble. Donc, ça, c'est la mission de l'UNESCO, donc, qui, comme je le rappelle, est venue après, mais c'est inspiré également donc, de la déclaration donc, de création des Nations Unies. Et donc, cet extrait vient de la mission de l'UNESCO qui, comme vous le voyez ici, s'intitule Construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes. Et par la suite, encore une fois, en parlant de coopération, il faut comprendre que euh, parmi pourquoi en fait l'UNESCO et les différents organes des Nations Unies, tels que l'UNESCO, misent beaucoup sur la coopération comme, comme instrument pour la réalisation de la paix et du transfert de connaissances. Depuis le démarrage de sa mission à l'UNESCO, on sait que la coopération et les échanges internationaux ont permis beaucoup d'échanges d'expertise et l'avancement de l'état du savoir et l'état de l'art dans les domaines du patrimoine, que ce soit à travers les fouilles internationales ou les grandes missions, donc, que ce soit de sauvetage, de conservation des patrimoines dans différents pays ou à différents niveaux. Donc, il est important ici de souligner que la coopération est par essence la vocation de répondre à des besoins ou des problématiques communes ou des problèmes communs à deux ou plusieurs partenaires, tout en s'adaptant aux réalités culturelles, institutionnelles, économiques et toutes les spécificités, bien sûr, socioculturelles des différents contextes. Euh, Quand même, j'aimerais souligner cet aspect parce que je travaille beaucoup dans les projets de coopération et des fois, on oublie que il s'agit de répondre à des problématiques communes. Des fois, on a une mission qui a pour problème de régler euh, le problème de tel pays en lien avec la conservation de tel site. Alors, certes, ça peut se concevoir dans ce sens, mais le but derrière, c'est que aussi l'autre partie qui vient faire le transfert du savoir-faire gagne quelque chose, que ce soit au niveau de l'état de l'art ou autre chose. Mais l'idéal de la coopération dans ces idéaux, telle qu'elle a été constituée, c'est pas qu'un partenaire donne ou aide un autre partenaire avec quelque chose, mais c'est que les deux apprennent ensemble euh, face à où les deux font face à des problématiques communes, à des défis communs, et leur trouvent des solutions ou des réponses communes. Tout en, bien sûr, respectant les spécificités de chaque pays, de chaque institution, de chaque cadre réglementaire, etc. Donc finalement, on sait que la coopération a pour fin de donner naissance à des solutions ou des réponses concrètes qui peuvent inspirer les politiques de recherche, de préservation, de mise en valeur des patrimoines, sensibilisation de la population, employabilité, attractivité des territoires, renforcement de la gouvernance des pays, cohésion et paix sociale, changement climatique, etc. Donc l'idée, c'est que ça permet d'un point de vue coopération en lien avec le patrimoine, de passer surtout à des problématiques plus concrètes, telles que les problématiques qu'on vient de citer, et surtout, donc, inspirer les politiques avec ces réalisations concrètes ou ces résultats, inspirer les politiques publiques, que ce soit de recherche ou de mise en valeur, d'implication de la population locale, de gouvernance, etc. La belle surprise, c'est que l'UNESCO a également une déclaration sur les principes de la coopération culturelle internationale qui a été adoptée en 1966 dans le cadre de la conférence générale de l'UNESCO. Donc, en 1966, on s'est mis d'accord sur certaines règles de comment la coopération culturelle doit être organisée, quels sont ses principes de base
et donc donner le cadre pour cela à l'échelle de l'UNESCO. Donc, ce texte, bien sûr, reste valable pour les différents pays signataires de, de l'UNESCO et donc de ces principes qui ont été adoptés lors de ces conférences générales. Donc, j'ai pris quelques extraits de cette conférence et du texte de la Déclaration des principes de coopération culturelle qui dit que considérant que les États membres de l'organisation résolus à assurer la recherche de la vérité et le libre-échange des idées et des connaissances ont décidé de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples. Considérant que malgré l'avancement des techniques qui facilitent le développement et la diffusion des connaissances et des idées, l'ignorance du mode de vie et des usages des peuples fait encore obstacle à l'amitié entre les nations, à leur coopération pacifique et au progrès de l'humanité. Souligner ici des termes comme l'amitié, la compréhension, la connaissance et la coopération pacifique qui, donc, groupés, vont contribuer au progrès de l'humanité. Convaincu par l'expérience acquise pendant les 20 premières années de l'organisation, de la nécessité pour renforcer la coopération culturelle internationale d'en affirmer les principes. Donc, elle proclame la présente déclaration des principes de la coopération culturelle internationale afin que, c'est quoi l'objectif de cette déclaration? C'est que les gouvernements, les autorités, les organisations, les associations et les institutions responsables des activités culturelles s'inspirent constamment de ces principes. Et ce, afin, comme le propose l'acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies, d'atteindre graduellement par la coopération des nations du monde dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les buts de la paix et de la prospérité. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a dit en lançant donc ce cours. L'objectif ultime, donc, c'est de renforcer les piliers de la paix et de la prospérité donc des différentes communautés, des différents pays. Donc, les buts de la paix et de la prospérité définis par la charte ou dans la charte des Nations Unies. Donc, maintenant, on va se pencher un peu sur les principes de la déclaration de coopération culturelle. L'article 1er, on commence par souligner que toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées. 2. Tout peuple a le droit et le devoir de développer sa culture. 3. Dans leur variété féconde, leur diversité et l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité. On ne va pas voir, bien sûr, tous les articles de cette déclaration, mais j'ai quand même sélectionné les passages les plus significatifs et les plus adaptés à notre cours. Donc, nous passons à l'article 3, qui mentionne que la coopération culturelle internationale s'étendra à tous les domaines des activités intellectuelles et créatrices relevant de l'éducation, de la science et de la culture. 4. La coopération culturelle internationale, sous ses formes diverses, bilatérale ou multilatérale, régionale ou universelle, aura pour fin, donc les objectifs de la coopération, de diffuser les connaissances, de stimuler les vocations et d'enrichir les cultures, de développer les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples et de les amener à mieux comprendre leur mode de vie respectif. J'insiste encore une fois sur la notion de la paix qui est vraiment une notion récurrente, qui est au démarrage donc, de la Déclaration des Nations Unies et qui vient par la suite être reprise et de façon récurrente et se trouver à l'esprit même. La raison d'être de la coopération, c'est de renforcer donc les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Parce qu'on a tendance vraiment à l'oublier. On est pris par des projets, on a des objectifs à réaliser, on a promis des choses à des bailleurs de fonds, on a une réglementation à suivre, on a une coordination à faire, on est fatigué. Et donc, c'est là que la tension commence et c'est là que donc beaucoup de stress justifié et vécu par les différents partenaires
Et donc, au lieu de la paix, on commence à voir que ce soit de la mauvaise communication, parfois de l'agressivité, etc. Donc, il est nécessaire de nous rappeler que si nous faisons de la coopération, c'est pas pour la coopération pour elle-même, mais c'est pour renforcer l'amitié entre les peuples et les relations pacifiques. Il faut toujours se le rappeler. Donc, c'est vrai que tout le reste est important, mais l'essentiel n'est pas dans les KPIs, les indicateurs, les rapports, etc. L'essentiel, c'est d'arriver à des résultats tout en développant les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples. J'insiste beaucoup sur ce message parce que, comme je vous l'ai dit, je suis impliquée dans plusieurs projets et je ne cesse de le répéter pour pacifier les rapports qui, suite à des pressions justifiées, tendent à l'oublier. Donc, j'espère que c'est un rappel un rappel pour rappeler, enfin, à l'essentiel. Donc, euh, donc, je disais développer les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples et de les amener à mieux comprendre leur mode de vie respectif. 3, de contribuer à l'application des principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies, rappelée au préambule de la présente déclaration. Euh, donc, de permettre à chaque homme d'accéder à la connaissance, de jouir des arts et des lettres de tous les peuples, de participer au progrès de la science accompli dans toutes les parties du monde et leurs bienfaits, et de contribuer pour sa part à l'enrichissement de la vie culturelle. Et 5, donc d'améliorer dans toutes les parties du monde les conditions de la vie spirituelle de l'homme et de son existence matérielle. 5, la coopération culturelle est un droit et un devoir pour tous les peuples et toutes les nations qui doivent partager leur savoir et leurs connaissances. Donc, pour l'article 6, dans l'action heureuse qu'elle exerce sur les cultures, soulignez s'il vous plaît l'action heureuse, surtout l'adjectif heureuse, et qu'elle exerce sur les cultures, la coopération internationale, tout en favorisant leur enrichissement mutuel, respectera l'originalité de chacune d'entre elles. Donc, 7, une large diffusion des idées et des connaissances fondées sur l'échange et la confrontation les plus libres est essentielle à l'activité créatrice, à la recherche de la vérité et à l'épanouissement de la personne humaine. La coopération culturelle mettra en relief les idées et les valeurs qui sont de nature à créer un climat d'amitié et de paix. Elle exclura toute marque d'hostilité dans les attitudes et dans l'expression des opinions. Elle s'efforcera d'assurer à la diffusion et à la présentation des informations un caractère d'authenticité. Et l'article 8, la coopération culturelle s'exercera au bénéfice mutuel. Donc, soulignez également la mutualité, s'il vous plaît, de toutes les nations qui la pratiquent. Les échanges auxquels elle donnera lieu seront organisés dans un large esprit de réciprocité. Avant de passer aux principaux bailleurs, j'aimerais quand même qu'on passe à une petite discussion quant à ces différents principes. Est-ce que vous les saviez? Est-ce que vous saviez de cette déclaration des principes de la coopération culturelle internationale avant d'avoir des projets de coopération? Ou est-ce que vous l'apprenez aujourd'hui avec nous? Donc, j'aimerais vraiment entendre des retours de la part de notre aimable audience. Et est-ce que ça leur a permis de se rappeler de certains aspects quand même essentiels, mais qu'on tend à oublier euh, quand on est un peu dans le vif de l'action, comme on dit? Oui, merci. Je commencerai par moi-même, hein. Vraiment, cette déclaration des principes, hein, telle qu'elle a été promulguée en 1966, nous avons déjà combien? Depuis 1966 jusqu'à 2023, combien d'années? Après 57 ans, un demi-siècle, hein. Sans exagérer, on va dire un demi-siècle. Il s'avère que cette déclaration est un peu idyllique, elle est utopique. C'est-à-dire, si on peut faire un bilan, qu'est-ce qu'on a réalisé de tous ces principes, hein, que vous venez d'évoquer? C'est beau de les lire, c'est beau de les contempler, mais c'est malheureux
de le voir sur le terrain. D'après les connaissances que j'ai, etc. Donc, c'est un texte qui reste beau à lire, mais tout ce qu'on demande, c'est-à-dire aux acteurs internationaux, de relire cette déclaration de principe et de rafraîchir leur mémoire concernant ces principes. C'est une belle déclaration, comme tout autre, mais la mise à l'épreuve, ça, c'est autre chose, je pense. Je pense qu'on devrait la lire un peu plus souvent, tout simplement, pour se rappeler de Oui, l'essentiel. oui. J'aimerais avoir d'autres retours. Je ne sais pas, Mohadine, si tu as quelque chose à dire, si nos collègues italiens euh, personnellement, je pense qu'on se focalise beaucoup sur les aspects techniques, mais on oublie l'essentiel de la coopération, qui est donc l'amitié, la compréhension mutuelle des peuples et de réaliser le progrès ensemble. Et d'où il est nécessaire, enfin, moi je le rappelle autant que possible. Oui, c'est l'humanisme qui manque. On dirait que nous avons une image figée de la déclaration. Celle de mon écran est figée, c'est vrai. Oui, votre écran a été figé, oui. Très bien. Est-ce qu'on a des retours de la part de nos collègues italiens? Est-ce qu'ils connaissaient cette déclaration? Ou... Je sais qu'elle n'est pas très connue, malheureusement. Euh, et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'au démarrage de tous les projets, quand on commence à concevoir les projets, qu'on la lise ensemble, qu'on la signe avant, et ça soit un annexe des projets de coopération, au même titre que, par exemple, au même titre que le cadre logique avec les activités, les indicateurs, etc. Et ça prend, je ne sais pas, le premier annexe soit la déclaration de la coopération internationale culturelle. C'est une proposition que je fais, bien sûr. Je, je charrie un peu les présents. Je ne sais pas si... Je pensais que ça allait susciter, honnêtement, je croyais que ça allait susciter plus de réactions. Ben, est-il possible de continuer, puis ben, on revient sur toutes ces questions-là, si je peux me permettre. Bien évidemment, c'est je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense. C'est très intéressant. Franchement, bon, ben, en ce qui me concerne, je ne connaissais pas ces principes-là. Ben, je trouve que c'est très beau, parfois idyllique, mais ça mérite vraiment d'être donc étudié de plus près. Bon, Siam, Oui. est-ce qu'on peut continuer? Puis à la fin donc, de la conférence, on revient sur certains points, sur certaines remarques. Honnêtement, moi, Oui, si je n'ai pas continué, c'est parce qu'on est en train d'aller vers un domaine qui suscite plus d'intérêt, malheureusement, mais c'est tout à fait compréhensible, à savoir les bailleurs de fonds qui financent. Et donc là, je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions. Voilà, on va parler d'argent, et là, c'est très important. Donc voilà, je voulais qu'on se donne le temps de discuter des choses de fond, d'essence. L'essence de la coopération, c'est quoi et pourquoi on le fait? Le grand pourquoi, parce que des petits pourquoi, comme on dit aussi dans la conception des projets, donc la problématique générale est une chose, mais les problèmes spécifiques, c'est autre chose. Généralement, on se focalise sur les problèmes spécifiques. Je veux restaurer tel monument, former telle personne, etc. Mais la problématique générale, ou la question générale, c'est celle-là. Pourquoi on fait de la coopération? Et à 90% des situations, on l'oublie. Donc, d'où j'ai insisté, excusez mon insistance aussi, j'ai insisté un peu pour le rappeler et pour nous donner un peu le temps de digérer ça et de nous le rappeler. Et s'il n'y a pas plus de réactions, on peut passer à la partie suivante, qui est celle des bailleurs. Parfait. Donc, les principaux oui. bailleurs.
Bouffaine, j'ai Oui, une petite idée. Mhm. C'est qu'il fallait créer, comme dans toutes les religions, puisque le texte il est mis à l'écart, il fallait créer un culte. Le Vous culte de la m'entendez? coopération. Vous m'entendez? Le Ouais, culte de Il la faut que coopération. cette déclaration, il faut que Tout de cette suite. déclaration soit accompagnée par des pratiques. C'est-à-dire, on met en exergue les principes. Et pour les mettre en exergue, il faut lui donner un aspect, entre guillemets, religieux. Fallait-il bâtir un temple et inviter tous les acteurs qui participent à ces sujets pour leur rappeler les biens de cette déclaration. Je, 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 je fais partie de ceux enfin, comment dirais-je, qui adhèrent au mouvement avant sa naissance. Donc, D'accord. Donc, vous ferez partie de l'Ecclésia, donc de la déclaration de 66. excellent. Oui. Super. Alors, on va passer à la deuxième section de cette séance, qui est donc les principaux bailleurs et organisations qui soutiennent la coopération. Mais avant cela, il faut savoir que donc déjà, avoir le patrimoine comme point focal, comme une thématique sur laquelle on se concentre pour le développement est relativement nouveau. On a commencé à avoir des bailleurs dans l'agriculture, dans d'autres domaines très très tôt, mais ça a tardé pour le patrimoine, d'où l'appréhension du patrimoine comme moteur de développement, comme un véritable levier, est un phénomène relativement nouveau dans la communauté internationale. D'où on a beaucoup de bailleurs et d'où il est nécessaire de montrer des exemples où le patrimoine peut être un levier de développement, peut aider pour d'autres problématiques comme le chômage, comme la sensibilisation de la population, comme l'implication de la population locale, comme beaucoup d'autres, comme l'environnement, comme la sensibilisation au changement climatique. Et c'est possible et ça se fait dans beaucoup de pays. Et donc, sortir un tout petit peu du technique pour le technique afin de s'intéresser à d'autres problématiques de développement durable. Et on va très vite réaliser que le patrimoine peut être facilement un levier de développement. Donc, les analyses économiques tiennent de plus en plus compte des effets d'entraînement liés au patrimoine culturel et naturel, qui est aujourd'hui reconnu comme un levier de développement territorial. Pourtant, les bailleurs de fonds qui financent les projets dans ce secteur ne sont pas nombreux et, comme vu précédemment, le patrimoine ne constitue pas une thématique dédiée à des appels d'offres internationaux. C'est en train de changer, mais ça a pris beaucoup plus de temps par rapport à d'autres thématiques, comme je viens de dire, telles que l'énergie, l'agriculture, etc. Donc, en raison de l'insuffisance des ressources de financement et de la non-prédictibilité de la mise à disposition des fonds par l'État, le financement international peut constituer une offre de financement complémentaire. Bien sûr que ça ne peut pas être une offre à elle seule ou exclusive, d'où les projets prioritaires sont ceux qui présentent les conditions optimales de rentabilité économique. Et quand on dit rentabilité économique, ce n'est pas forcément un retour en chiffres ou en numéraire, mais d'une rentabilité sur l'écosystème, qu'il soit culturel, économique, social ou autre. Donc, de contribuer de façon substantielle à la réduction de la pauvreté, aux objectifs principaux de l'aide internationale au développement. Donc, on va commencer par la Banque mondiale, qui est le premier bailleur à s'être créé dans le monde et à avoir financé beaucoup de projets et à avoir une ligne principalement dédiée au patrimoine. Pour la Banque mondiale qui a été créée en 1944, une source essentielle d'appui financier et technique pour l'ensemble des pays en développement, elle fournit aux États des ressources aux projets éligibles sous forme de prêts à faible intérêt, de crédits ne portant pas d'intérêt, d'assistance technique ou de contribution au renforcement des capacités. Son action s'appuie sur la réalisation des objectifs de développement durable et est centrée sur deux objectifs principaux qui sont d'éliminer l'extrême pauvreté et de favoriser le partage de la prospérité.
Donc, la culture est depuis 1999 une composante très importante des stratégies carrément de la Banque mondiale, ce qui est rare pour les autres bailleurs. Et les projets d'infrastructure sont systématiquement évalués en fonction de leurs impacts ou de leur impact potentiel sur le patrimoine culturel, intégrant tout récemment le patrimoine matériel ainsi qu'immatériel. On a à côté de... et bien sûr, pour s'approfondir davantage, il y aura l'article pour répondre aussi à la question de Sam qui détaille un peu plus, mais il y a aussi des références bibliographiques qui contiennent, nous on a pris, j'ai pris vraiment l'essentiel, quelques informations pour orienter aussi quant à l'éligibilité, comment ça fonctionne, quels sont les avantages. Et je voulais que ce soit succinct, mais pour s'approfondir, donc il y a la source bibliographique en bas que je peux envoyer également avec la présentation et qui est très intéressante. Elle a été faite par un ex-ministre de la Culture en France qui a voulu réaliser le Vademecum, donc un ouvrage ou une œuvre de référence sur le patrimoine et les coopérations décentralisées, sites et cités remarquables de France, mais ça parle aussi d'autres pays. Nous passons maintenant au PNUD, ou donc les Nations Unies pour le développement. Donc, c'est un programme des Nations Unies pour le développement et c'est une agence de l'ONU qui se concentre sur l'élimination de la pauvreté. Son rôle est d'aider les pays en développement et en leur apportant donc des connaissances acquises des plus petits pays aux grandes économies émergentes. Donc, le PNUD attire les investissements et sert de porte-parole pour les petits pays sur la scène mondiale, petits pays entre guillemets. Son action s'inscrit dans 3 objectifs suivants, à savoir l'élimination de la pauvreté, la transformation structurelle et renforcement de la résilience, la transformation structurelle et le renforcement de la résilience, excusez-moi. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, si on a envie d'intéresser les bailleurs, il faut relier le technique. On peut continuer de faire de la conservation de monuments, mais comment les relier à la valorisation territoriale, à l'émergence de telles régions en tant que destination de tourisme durable, l'intégration, donc comment bénéficier aux communautés, comment bénéficier à l'écosystème. C'est comme ça qu'on arrive à attirer les bailleurs, et non pas seulement en faisant du technique stricto sensu. Donc, face à la complexité des défis de développement actuels qui varient selon les contextes, le PNUD adapte bien sûr les interventions aux besoins des pays et des communautés, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadre rigide. Contrairement donc à la Banque mondiale, il s'agit ici donc il s'agit de subventions et non pas de crédits ni de prêts. Il faut savoir finalement, donc depuis les années 2000, le PNUD s'est lancé dans de nombreux projets en lien avec l'étude, la conservation et la restauration des monuments patrimoniaux. Donc, eux aussi considèrent, donc le PNUD considère le patrimoine comme un axe stratégique, un levier de développement et de contribuer aux objectifs de développement durable. On a par la suite l'Union européenne, créée en 1957. L'Union européenne mène des actions de manière autonome, c'est-à-dire au niveau des domaines de compétences exclusives ou en coopération avec ses États membres, comme c'est le cas pour la culture, donc compétences de soutien. Compétences de soutien et le nom d'une commission au sein de l'Union européenne qui concentre des nombreux États membres et qui s'occupe donc de certains projets en lien avec la culture dans les pays, bien sûr, dans les pays que ce soit du voisinage, au niveau de la Méditerranée et surtout bien sûr leur focus principal, c'est les pays de l'Union européenne, mais n'empêche qu'ils prévoient beaucoup d'autres fonds à plusieurs autres régions, même en dehors de la Méditerranée, en Afrique et dans d'autres territoires. Donc, les programmes communautaires européens sont mis en place par la Commission européenne au sein de chaque direction générale, selon les thématiques bien sûr concernées.
Donc, on a la direction générale de la culture, de l'éducation, de l'environnement, etc. Et ce, pour une durée de 7 ans. Euh, Évidemment, nous ne sommes pas directement concernés par les programmes communautaires. Je parle en Tunisie. Nos collègues italiens, si, sont concernés par les programmes communautaires. Toutefois, il y a des programmes communautaires qui visent, que ce soit par exemple en France ou ailleurs, qui visent à faire des projets de coopération. Donc, les communautés, et aussi, je le connais par expérience parce que j'ai eu quelques échanges avec des communautés françaises qui, elles, donc, ont des fonds pour des projets de coopération en lien avec les thématiques donc des élus, des communautés, des communes, des Comcom, etc. Donc, des communautés, des communes, et donc ont des budgets en lien avec ça. Et donc, des fois, il faut aller les chercher ou alors suivre leurs activités et leur proposer des projets de coopération quand on s'intéresse à la coopération. Finalement, l'instrument le plus intéressant et le plus direct, parce que pour ceux-là, c'est des initiatives personnelles, donc ça n'a pas besoin d'appel à projet. Mais sinon, il y a les appels à projets qui permettent de financer les actions au sein de l'Union européenne ou avec des candidats à l'adhésion. Ça, c'est pour l'Union européenne qui travaille de façon, comment dirais-je, à bénéficier à l'Union européenne. Donc, il y a quelques niches pour les projets en dehors de l'Union européenne, et disons que c'est principalement structuré donc, pour le bénéfice des pays membres. Toutefois, on va y arriver par la suite, il y a d'autres projets. Mais on continue avec ce type de projet qui favorise les échanges d'expériences en Europe et de soutenir le développement équilibré entre les politiques européennes. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers plusieurs programmes, on a dit que ce qu'on est en train de développer ici, les programmes communautaires, les appels à projets et les différentes commissions ont pour objectif de renforcer la coopération au sein de l'Union européenne, on va dire le grand pourcentage, avec quelques petites exceptions pour les autres pays qui ne font pas partie donc, de l'Union européenne. Maintenant, il y a aussi la coopération européenne transfrontalière. Et pour celle-là, bien sûr, c'est la coopération qui va au-delà de l'Europe. Et c'est là qu'on peut évoquer, par exemple, certains programmes, lesquels programmes fonctionnent à travers les appels à projets. Donc, il suffit de commencer à identifier un partenaire dès maintenant. Par exemple, je vais citer un nom, je ne sais pas, de Giuseppe, et dire que le site qu'il gère m'intéresse parce que je l'avais visité. Nous pensons pouvoir, je connais un site en Tunisie et des conservateurs qui peuvent s'intéresser à des thématiques similaires ou à des problématiques similaires, et nous allons commencer à concevoir un projet. Par la suite, on ira voir sur la liste donc de ces instruments-là, et il y a des appels à projets. Et en fonction, bien sûr, des différents standards, des exigences de chaque programme, on va adapter notre projet, notre note conceptuelle et voir et déposer dans ces différents appels à projets jusqu'à avoir la subvention, donc qui va permettre donc, de réaliser le projet. Donc, je commence par citer Interreg, par exemple, qui est un programme de coopération territoriale européenne multithématique, et ça traite de l'innovation, développement durable, culture, etc. La prochaine génération de Interreg va lancer le premier appel à projet, soit le premier trimestre, soit le deuxième trimestre de 2023. Et généralement, c'est des générations de 4 ans. Et donc, si on rate cet appel, généralement, il y a des appels standards, stratégiques et de capitalisation. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, pour ceux qui le veulent, donc commencer à se préparer. Généralement, ça a des fonds qui atteignent 3 millions d'euros par projet. Et bien sûr, ça brasse au niveau de la Méditerranée.
Urbact est l'initiative européenne permettant des échanges entre villes européennes sur le thème du développement durable urbain. Donc, ça vise principalement l'Union européenne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de trouver une communauté qui a comme objectif aussi ou une ville qui a pour objectif aussi d'échanger, que ce soit pour, par exemple, renforcer un trait culturel important ou une culture partagée, qu'il est possible aussi d'avoir donc le financement pour la coopération transfrontalière. Oui, donc on a Leader, qui est un programme de soutien aux territoires ruraux. Donc, tout ce qui est en relation avec le patrimoine et les territoires ruraux, comment renforcer le patrimoine dans ces communautés rurales, comment conserver un aspect rural, comment valoriser donc les patrimoines ruraux, que ce soit donc à travers la mise en valeur et la mise en tourisme, ou alors tout simplement le développement des territoires. Donc tout ça aussi, c'est des projets de coopération transfrontalière. Il y a aussi le programme Leonardo, qui est un programme pour la formation professionnelle. Et on a Europe Créative, qui est un programme de soutien à la coopération culturelle et au développement des industries culturelles et créatives. D'ailleurs, Europe Créative travaille énormément en Tunisie en lien avec l'artisanat. C'est le plus grand projet sur la valorisation de l'artisanat tunisien et c'est mis en œuvre également à travers une agence des Nations Unies. C'est l'ONUDI, donc de Nations Unies pour l'industrie. On passe maintenant à la Banque européenne d'investissement. Elle a été créée en 1958. La Banque européenne d'investissement est la banque de l'Union européenne, bien sûr. Elle est la seule banque ayant des actionnaires comme actionnaires des États membres de l'Union européenne. Et bien sûr, elle est redevable comme banque de préserver les intérêts de ces pays. Bien sûr que cette banque travaille en étroite collaboration avec les institutions de l'Union européenne pour la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. Et donc, cette banque est un très grand emprunteur, le plus grand emprunteur et prêteur multilatéral au monde. Elle permet d'apporter des financements et son savoir-faire à l'appui de projets d'investissement durable qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l'Union européenne. Elle concentre plus de 90% de son activité en Europe, mais elle investit également dans le reste du monde. Et finalement, ces financements se présentent sous forme de prêts, mais elle propose également des garanties, de la microfinance, des investissements de fonds propres, etc. Donc, l'appui de la Banque européenne d'investissement mobilise des ressources auprès d'autres sources de financement. Donc, on peut s'adresser à cette banque quand le projet les intéresse. Donc, elle aussi, elle fait de la levée de fonds. Donc, elle mobilise d'autres sources de financement et notamment le budget de l'Union européenne. Et donc, mais par la suite aussi, elle accompagne, elle donne des conseils en matière de gestion, d'administration, de management des sites ou des projets patrimoniaux, et ce pour faciliter les investissements. Vous vous rappelez l'autre fois, par exemple, pour les PPP, si on a un grand projet de PPP à développer, la Banque européenne d'investissement peut être un excellent bailleur de fonds pour réaliser cet objectif qui va du financement de la restauration jusqu'aux garanties financières et l'étude des dossiers pour s'assurer que les investisseurs privés qui vont s'installer vont avoir un modèle économique bénéfique. Et donc, cette relation entre le public et le privé va pouvoir continuer de se faire en comptant sur l'efficacité and reliability, donc le fait de pouvoir compter sur le privé, mais de l'autre côté, sur une bonne relation et un bon conseil donné aux autorités publiques grâce donc à la Banque européenne. Donc, en matière de patrimoine, la Banque européenne d'investissement travaille sur toute la palette des initiatives en lien avec le développement régional, la régénération urbaine, les PME,
le tourisme durable, etc. et a pour objectif donc de partager son savoir-faire avec les décideurs locaux et régionaux, et ce pour améliorer leur accès au financement et les aider à utiliser plus efficacement les fonds existants. Donc, l'Institut de la Banque européenne d'investissement, euh, de par la Banque européenne d'investissement, excusez, j'ai une petite coquille, j'ai oublié le texte, donc. Oui, l'Institut, excusez-moi, bien sûr. L'Institut de la Banque européenne d'investissement, fondé par la Banque européenne d'investissement, donc elle a fondé un institut. Cet institut compte parmi ses missions la sauvegarde du patrimoine à travers donc une coopération depuis 2013 avec une ONG qui s'appelle Europa Nostra. Donc, pour aller solliciter donc, la Banque européenne d'investissement, Europa Nostra est le vis-à-vis principal pour traiter ces projets de coopération, pour traiter ces projets en lien avec la culture, étudier les dossiers et éventuellement donc, donner les fonds et assurer le suivi. Donc, cette ONG opère dans le cadre du programme Seven Most Endangered, donc les sites les 7 sites les plus en péril, en quelque sorte, qui identifie et protège les sites les plus menacés. Donc, ça traite de la conservation, mais jusqu'à la mise en valeur, tout en le connectant donc à des business models réussis, mais aussi durables et respectueux du patrimoine, comme l'artisanat, les produits dérivés du patrimoine, l'éducation, mais également le tourisme durable. Je ne sais pas, avant de passer au contexte tunisien, je ne sais pas s'il y a des réactions ou des questions en lien avec la deuxième partie de ce cours, ou si vous préférez qu'on continue. Oui, comme vous voulez, vous pouvez continuer. Après, on va voir l'interaction, c'est-à-dire on va vraiment faire une opération de ratio, c'est-à-dire la Tunisie, comment elle finance ses projets, parce qu'apparemment, d'après ce que vous venez de dire, il n'y a pas grand-chose hein, euh, par rapport à l'Europe. Hein. Il y a, c'est vrai, des échanges, etc., mais la partie est minime. Hein. C'est la plupart de ressources internationales et européennes, donc notamment européennes, elles restent en Europe. Voilà. Et pour les projets transfrontaliers, donc ils sont très rares. Hein. La coopération transfrontalière en Tunisie et notamment dans tous les pays, moi je pense qu'ils sont en dehors de l'Europe, qui ne sont pas membres de l'Europe ou qui n'ont pas soumis un dossier de candidature hein, pour devenir, pour appartenir à à l'Europe. Donc, c'est vrai, dirais-je, n'ont pas beaucoup de financement, hein, donc, point de vue juridique. Donc, je sais pas ce que j'ai compris, hein, peut-être j'ai mal compris, etc. Je sais pas, hein, donc. Ce que j'ai cité, c'est Amr, c'est des bailleurs qui ont pour mission de financer des projets de coopération en lien avec la culture. La question que je me poserai, moi, est-ce Oui. qu'en Tunisie ou en Italie, je ne sais pas pour les collègues italiens, ils peuvent nous répondre, est-ce qu'on est en train de frapper à toutes ces portes, que ce soit les institutions étatiques qui s'occupent du patrimoine ou non, ou on les ignore. Moi, j'ai l'impression qu'on les ignore. J'ai l'impression Oui, qu'on oui. ignore ces opportunités et c'est pour ça qu'on ne peut pas les chercher. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, parce que les gens ne connaissent pas ces textes, c'est vrai.
Même les services juridiques, il fait autre chose, hein, il fait autre chose autrement, d'après mes petites connaissances. Mais pour moi, la question fondamentale, que l'Europe, qu'est-ce qu'elle a consacré comme partie pour la coopération transfrontalière? C'est-à-dire Pas mal de 90%. ressources, hein, pas mal de ressources. Pour la coopération transfrontalière, Oui, par exemple, pour l'instrument, j'en ai pas parlé, pour l'instrument, par exemple, allez, on va évoquer le cas de Interreg, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. Et tout ce que ça prend, c'est que des partenaires se mettent ensemble. Donc, oui, Wahadine qui gère son site, oui, euh, Serena Rizzo, je prends au pif comme ça, oui, et un autre, je ne sais pas, partenaire français ou libanais ou jordanien, se oui. mettent d'accord donc, autour d'une problématique commune et d'une solution ou d'une mise en œuvre ou d'un test de solution ensemble et s'adressent à Interreg avec un projet, bien sûr, rédigé dans les normes de Interreg, en sollicitant ces fonds-là. Une fois que ça sera accepté, quand c'est accepté, bien sûr que c'est quand même, ça prend certaines compétences. Donc, cet argent-là ira à ces trois partenaires pour réaliser ce projet ensemble. Donc, c'est le mécanisme de la coopération. Il faut que les trois aillent ensemble chercher. Alors, jusque-là, c'est vrai que je parle encore une fois de la Tunisie parce que je connais un peu la situation. Il y a très peu d'institutions qui connaissent les différents bailleurs de fonds et qui développent la compétence de ce qu'on appelle le fundraising ou la levée de fonds, parce que ça fait partie de la levée de fonds. Alors que, par exemple, dans beaucoup d'institutions européennes que je connais, il y a cette mission dans chaque institution. Il y a X personnes, Oui. deux, trois, peu importe combien, qui ont pour mission de lever des fonds et d'aider par la suite dans leur mise en œuvre. Donc, peut-être que c'est à nous aussi de savoir qu'il y a de l'argent, que l'argent ne tombe pas du ciel, c'est pas, ça ne va pas pleuvoir, et qu'il faut connaître les mécanismes pour aller le trouver, euh, favoriser cette coopération en connaissant les instruments, et aller concrétiser cette coopération à travers, bien sûr, les ressources financières, mais bien sûr, suivi d'une mise en œuvre sur terrain. Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il fallait vraiment que nos institutions publiques s'ouvrent sur le privé. Parce que c'est le privé, notamment, les privés, c'est par le biais des privés, notamment les cabinets d'études ou, si vous voulez, les experts hein, qui sont habilités, qui connaissent vraiment comment chercher ces fonds, comment mettre en place un dossier. Parce que c'est vrai, notre administration publique, elle est tellement impliquée par des dossiers, des gestions quotidiennes qu'ils n'ont pas le temps de regarder. Vous avez raison de dire, de poser la question, vous connaissez cela, vous connaissez ces textes juridiques, vous connaissez cela, vous connaissez cela. C'est vrai. Nous, on est noyés dans les tâches quotidiennes, on est très inspirés, noyés. Et par contre, donc, les institutions publiques tunisiennes, si elles veulent vraiment ramener, chercher des fonds européens et internationaux, elles n'ont qu'à s'ouvrir vers les experts, parce que les experts connaissent cela et ils peuvent monter un dossier très affiné, voilà, pour chercher de l'argent, des fonds et bien sûr, ça ne pourra que bénéfique, notamment pour le patrimoine tunisien. Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si Mouhaddine, s'il a quelque chose, hein, lui, il est inspecteur régional et c'est l'homme de terrain, peut-être il peut nous éclaircir un petit peu sur Ben, cela. donc, merci, c'est Amr. Ben, c'est très, très intéressant ce que je viens d'écouter de la part de Bouthaïn. Je t'en félicite d'ailleurs. Euh, ben, elle parle d'institutions internationales,
dont une grande partie des acteurs du patrimoine, responsables du patrimoine, ne connaissent pas. Ben, je suis l'un de ces responsables régionaux et cadres de l'IMP. Bon, franchement, à part les quelques institutions scientifiques avec qui je travaille, je cite comme exemple, ce sont des institutions donc de recherche archéologique, le Deutsche Archäologische Institut, l'Université de Sassari, bon, et puis plein d'institutions toujours intéressées par la recherche archéologique. Ben, ces institutions-là, franchement, là, je ne les connais pas. Hein. Là, j'apprends des choses. Hein. Et à part aussi peut-être quelques institutions américaines, peut-être intéressées par la conservation du patrimoine. On connaît quelques-unes. Sinon, ces bailleurs de fonds qui apparemment octroient beaucoup d'argent pour la conservation d'un bien culturel, patrimonial, ils n'interviennent pas en Tunisie. Hein. Moi, je ne les connais pas, hein, ces institutions-là, franchement. Parmi ceux que je connais moi personnellement, donc pour l'Union européenne, je sais que la délégation a un projet de 50 millions d'euros en Tunisie, où on a donc notamment Carthage, le projet du fameux parc de Carthage, du musée, etc., qui s'appelle Patrimoine 3000, mis en œuvre à travers Expertise France. C'est un projet de la délégation européenne en Tunisie. Donc, il a 4 axes, patrimoine, PPP. Vous vous rappelez, c'est un de notre cours sur les PPP. Et donc, quand on a évoqué le cas de Hammam Lunf, du casino et de Caraca, entre autres, ils ont été facilités par Expertise France dans le cadre du projet de la délégation de l'Union européenne. Ce que je sais également, le PNUD a eu certains projets en lien avec le patrimoine, mais c'est vrai qu'il s'est intéressé au patrimoine, surtout de type culinaire, donc la partie en lien avec l'agriculture, les UTB, les unités territoriales de base, développement territorial, patrimoine culturel immatériel, notamment en lien avec donc les produits de terroir, etc. Il suffit de les intéresser, Mouhadine. Donc, je sais que la Banque mondiale elle a beaucoup aidé. Donc, si je peux faire un petit historique, je peux donner quelques exemples. Tiens, donc je sais que la Banque mondiale a financé donc l'ASM, l'Association de sauvegarde de la Médina de Tunis, pour plusieurs missions, et notamment la mission des Oukala. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Mouhadine, c'était durant les années 90. Le PNUD, voilà, comme ce que je viens de citer, ça travaillait sur le patrimoine en lien avec l'agriculture et donc a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Agriculture en lien avec le patrimoine culturel, ce que nous, on appelle patrimoine immatériel. Eux, ils appellent ça les produits du terroir et c'est très intéressant comme synergie à développer entre l'IMP et l'Institut et le ministère de l'Agriculture, mais je sais que le PNUD sont intéressés aussi. J'ai cité le projet de l'Union européenne à travers la délégation. Donc, c'est un projet permanent qui n'est pas en lien, enfin permanent sur 5 ans, mais qui n'est pas en lien avec une coopération transfrontalière. Pour Interreg, on a beaucoup de projets Interreg, mais c'est vrai que malheureusement, je ne connais pas sur la culture. Le programme qui est le programme jumeau de Interreg, c'est ENI IEV-CTF, Italie, Tunisie comme le programme CEFEL, ou Med Méditerranée, comme par exemple le projet Enomed. iHeritage, par exemple, malheureusement, la Tunisie n'a pas participé à beaucoup de projets dans l'instrument méditerranéen. Pourtant, il est plus important d'un point de vue budget et nombre avec la coopération transfrontalière en Tunisie. Donc, comment c'est géré la coopération transfrontalière?
Donc, la coopération transfrontalière, comme par exemple le cas des projets transfrontaliers que j'ai cités tout à l'heure, Interreg, Erasmus, Horizon Europe, même si je n'ai pas cité toute la liste, IEVCTF Med, IEVCTF Italie, Tunisie, etc., passe par le ministère de l'économie et de la planification. Il faut dire, à un moment donné, on a eu en Tunisie le ministère de coopération internationale, c'était sous donc l'égide du ministre Fadel Abdelkefi. Et par la suite, après son départ donc, du ministère et du gouvernement, en fait, ce département est allé rejoindre le ministère de l'économie et de la planification. Donc, la vocation de ce département ou cette direction, c'est de gérer les projets de coopération internationale à travers le comité général de la coopération internationale. Donc, il faut dire à ce titre que le comité général de coopération internationale est un comité qui est très actif. Donc, il faut savoir que pour pouvoir accéder, par exemple, à un projet de coopération comme Interreg, IEVCTF Med, etc., il faut que les autorités du pays signent donc signe donc la charte de cette coopération, soit signataire donc de la coopération de cet instrument-là, et c'est une condition sine qua non à la participation donc des institutions de ce pays. Si l'INP demain veut aller participer à un appel, s'il n'est pas inscrit, si le pays donc n'est pas signataire de cet instrument qui est par exemple Horizon Europe, eh ben, l'INP ne pourra pas présenter un dossier ni en tant que partenaire, ni en tant que chef de file. Donc, et ici, j'aimerais rendre hommage à mes collègues que je connais très bien du Comité général de la coopération internationale qui ont signé la majeure partie, pour ne pas dire tous les instruments de coopération. Donc, les instruments cités Interreg, Europe créative, Horizon Europe, qui était H2020 à un moment, nous sommes bel et bien un pays signataire de ces derniers. À titre d'exemple, on a les collègues du domaine du patrimoine en Algérie qui ne peuvent pas candidater parce que leur pays n'est pas signataire. Donc, les autorités, ça répond à une des questions que vous avez posées tout à l'heure. Les autorités centrales en lien avec la coopération ont fait leur travail et ont permis aux différentes institutions d'aller demander ou solliciter l'appui de cet instrument. Bon, une façon de faire aussi, c'est d'aller rencontrer donc, ce comité général de coopération internationale. Je peux très bien mettre à votre disposition, ainsi que Mouhadine, le contact de ces personnes afin de s'informer sur les différents projets de coopération auxquels on peut participer et dont la Tunisie est signataire, et aussi par rapport au texte réglementaire afin de savoir monter donc, un dossier de coopération. Donc, c'est la partie, si on veut, diplomatique qui a été faite et qui est là à notre disposition. Ce qui reste, c'est la partie opérationnelle d'aller comprendre comment ces instruments fonctionnent, monter le projet et par la suite avoir la subvention, je l'espère. Donc, le Comité général de coopération internationale est chargé de préparer, proposer et contribuer à l'exécution d'une stratégie globale et cohérente, et ce, afin de renforcer la coopération entre la Tunisie et les pays étrangers, les organismes tels que les Nations Unies, l'UNESCO, etc., les instances, les organisations internationales et régionales dans les domaines économiques, financiers, techniques ou tout autre domaine en relation avec le développement. Donc, c'est sa mission principale. Il fait cela en participant à des réunions, symposiums, conférences organisées par les États, établissements, instances et organisations internationaux, établissements, instances et organisations internationaux, pardon, et ce pour représenter et défendre les intérêts de la Tunisie dans les domaines relevant du ministère du Développement, de l'investissement et de la coopération internationale. Et c'est en assistant et en participant à ces réunions et à ces comités
que nous finissons par signer ces chartes-là et donc d'être un pays donc adhérent. Donc, le Comité général de la coopération internationale comprend 4 directions et une cellule de coordination et de suivi. Donc, pour la coordination et de suivi, on va le voir par la suite. Mais les départements et les directions sont principalement en lien avec la Direction générale de la coopération européenne, la Direction générale de la coopération multilatérale, la Direction générale de la coopération avec les pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la Direction générale de la coopération africaine, asiatique et américaine. Celle-là aussi est très intéressante, surtout en lien avec l'infrastructure, parce que l'Union européenne n'investit pas beaucoup en lien avec l'infrastructure. Et finalement, une cellule de coordination et de suivi. Donc, la cellule de coordination et suivi assure la coordination et le suivi avec donc, les organes de suivi, donc les comités conjoints que les programmes montent afin d'assurer le suivi donc, de la mise en œuvre des projets, comme par exemple dans Italie-Tunisie, il y a le secrétariat technique conjoint et l'autorité de gestion. L'autorité de gestion, généralement, ne s'occupe pas du suivi, mais octroie les subventions. Et donc, généralement, on a donc la cellule de coordination et de suivi qui est le vis-à-vis tunisien de ces organes de suivi internationaux, européens ou autres. Et donc, pour la Direction générale de coopération européenne, c'est pour chercher ou établir donc, des coopérations à l'échelle de l'Europe, ou plutôt transfrontalières avec des instruments européens que j'ai listés tout à l'heure. Le multilatéral, ça peut être dans plusieurs autres destinations ou en impliquant d'autres organisations ou d'autres pays. Direction générale, bien sûr, Moyen-Orient et Afrique du Nord, c'est plutôt à effet régional. Et donc, pour le reste, pour la coopération africaine, asiatique et américaine, donc c'est une autre coopération. Et donc, il faut savoir à quelle coopération s'adresser en fonction des besoins et en fonction des partenaires aussi qu'on veut avoir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à titre d'exemple, pour la partie scientifique, on peut très bien travailler avec des partenaires européens, développer avec eux à travers les instruments que j'ai listés tout à l'heure. Mais pour les projets d'infrastructure, la coopération japonaise est une coopération qui investit énormément dans l'infrastructure, que ce soit l'infrastructure lourde ou légère, la restauration des monuments, etc. Et donc, quand on a à l'esprit un projet en lien avec l'infrastructure, il faut peut-être l'orienter à la coopération donc, asiatique et dans ce cas-là, s'adresser donc à la direction générale de coopération asiatique, enfin africaine, asiatique et américaine. Donc l'idée ici, c'est de connaître comment c'est structuré pour savoir à qui s'adresser en fonction donc, du besoin ou en fonction de la réalité du partenariat qu'on va établir. Nous passons maintenant à la coopération qui se passe au niveau de l'INP. J'ai pris quelques extraits donc, du site web, de l'ancien site web de l'INP, parce que je trouve quand même que ça liste un certain nombre de partenariats très intéressants que j'ai étoffé aussi avec la connaissance de l'état de l'art que j'ai, mais ce n'est pas exhaustif du tout. Donc, il faut savoir que l'INP entretient des relations de coopération avec les instances et les organisations internationales concernées par le patrimoine telles que l'UNESCO, l'ALEXO, l'ICOM, l'ICOMOS, l'ICROM, ICAM aussi, etc. Et qu'il est engagé dans plusieurs réseaux euro-méditerranéens. Au niveau bilatéral, il a développé et entrepris la réalisation de plusieurs projets de recherche, de sauvegarde, de mise en valeur et de publication avec diverses institutions universitaires et culturelles maghrébines, arabes, méditerranéennes, européennes, etc. Nous remarquons déjà, quand on voit ici le type de coopération développée par l'INP, ça répond aussi à la question de Mouhadine. En fait, l'INP s'est concentré sur la partie scientifique, donc de recherche, de sauvegarde, de mise en valeur et de publication. Donc, toutes les autres parties qui concernent
les objectifs de développement durable n'ont pas été systématiquement là. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons que les coopérations, généralement, se sont faites avec des institutions de recherche, parce qu'ici, les objectifs sont principalement des objectifs de recherche et de conservation, où on voit que contrairement aux autres bailleurs, donc comme donc la Banque européenne d'investissement ou encore la Banque mondiale, etc., leurs objectifs vont au-delà du projet de conservation. Si on dépose un projet qui s'arrête à la mise en valeur et à la publication, on ne risque pas d'avoir des fonds. On n'a presque aucune chance d'avoir des fonds de la Banque européenne de développement, parce que ce qui l'intéresse, c'est les autres enjeux. Au-delà de ça, comment on peut faire ça? Ça peut être une première partie, mais la suite, c'est quoi? Comment impliquer les gens? Comment impliquer les habitants? Comment les sensibiliser? Comment faire des actions pour lutter contre les changements climatiques? Ou comment faire en sorte que les monuments soient plus résilients au changement climatique? Comment faire participer la population locale dans la gestion du patrimoine? Comment faire bénéficier aux communautés locales à travers le patrimoine, que ce soit, comme j'ai listé tout à l'heure quelques exemples, à travers la vente des produits dérivés, la formation des guides, etc. Donc ça peut les intéresser parce que ça va au-delà de la partie scientifique et que donc ça ouvre d'autres portes d'objectifs de développement durable. Donc, on a dit, l'INP au niveau bilatéral a développé donc, ces projets-là en lien avec la recherche, la sauvegarde, la mise en valeur, les publications, et ce, bien sûr, notamment à travers les partenaires privilégiés pour ce type de mission, les institutions universitaires et culturelles maghrébines, arabes, méditerranéennes, européennes et américaines. Et parmi les coopérations bilatérales de l'INP, on a l'École française de Rome, Paris 4, Musée d'Arles et Provence antique, Agence de co-développement franco-tunisien, Centre Camille Jullian, le Musée du Louvre, l'Université Paris 4, je crois que je l'ai mis, 6 tout à l'heure et 4 maintenant. Non, ça reste 4. L'Université de Calabria, Bologne, Sassari, l'Institut archéologique allemand à Rome, l'Université de Barcelone, le Getty Institute, World Monument Fund, l'Université de Manitoba, j'allais la lire Manitoba, l'Université d'Oxford, la Bibliothèque centrale de la recherche d'Amérique du Sud et pays arabes, Bibliaspa, donc l'Istituto di sulle civiltà italiche del Mediterraneo antico, ISMA, donc l'Université La Sapienza di Roma, l'Université de Macerata, l'INP en France, l'Université de Paris 8, l'Université d'Avignon, Charles de Gaulle Lille 3, RPM, Nautical Foundation, qui se trouve en Floride, the Institute for Field Research, Los Angeles, California, Academic Numeri de l'Institut Estadis Catallans d'Arqueologia de Barcelone, Centro Estudio Fenicios et Punicos de Madrid, etc. Nous pouvons quand même, à travers cette liste qui n'est pas exhaustive encore une fois, réaliser encore une fois que ça traite principalement de partenariats scientifiques pour la recherche avec des institutions de recherche, de gestion du patrimoine. Mais ça confirme aussi que par rapport aux bailleurs principaux qui financent la mise en valeur du patrimoine et surtout sa liaison avec les objectifs de développement durable, qui sont les plus grands bailleurs et qui offrent les opportunités les plus intéressantes, il n'y en a pas. Donc, l'INP ne se trouve pas dans cette carte des bailleurs-là, de ces bailleurs. Si nous excluons bien sûr la première mission de 1973 qui a été mise en œuvre par l'UNESCO pour la sauvegarde de Carthage, nous voyons des partenariats purement scientifiques, de la coopération purement scientifique, ce qui donne à dire qu'il y a un énorme potentiel à creuser. Il y a d'autres portes qui peuvent s'ajouter
il y a d'autres opportunités qui peuvent s'ajouter à cette partie scientifique. Elle ne va pas se substituer à cette dernière, mais ça va permettre de réaliser d'autres types d'objectifs et Dieu sait que moins en Tunisie, on en a fortement besoin. Je crois qu'on arrive voilà, à la fin de la présentation et voilà, on va dédier les 20 dernières minutes à la discussion et aux propositions et aux questions parce qu'on n'en a pas eu du tout. Voilà, merci beaucoup, Madame Boussaïne, pour cet exposé très riche en données concernant, bien sûr, le financement, la coopération, tout ce qui tourne autour de cette thématique. Donc, sûrement, il va nous éclairer sur pas mal de données que nous pouvons désormais utiliser, mettre en exergue, et tout ce que je souhaite, que l'administration des tutelles fasse appel à ces experts, voilà, afin de les éclairer, qui les aident à monter des dossiers, afin donc de multiplier les coopérations bilatérales autour du patrimoine. Donc, ce qui, bien sûr, ce qui est très rentable, et non seulement point de vue, si vous voulez, culturel, mais aussi point de vue tourisme, etc. Et élargir les champs du patrimoine, non seulement au patrimoine matériel dans toutes ses diversités, à savoir ce qu'on appelle le patrimoine géologique, le patrimoine géographique, le patrimoine vraiment tout ce qui est héritage de l'être humain, c'est-à-dire à partir de la civilisation capsienne pour la Tunisie jusqu'à l'époque actuelle, donc jusqu'à la colonisation française. Donc, on a des fermes françaises, etc. Nous pouvons revendiquer par les biais donc, de toute cette juridiction, si on va fouiller dans cette juridiction bien et méticuleusement, les experts peuvent aider les institutions donc, de tutelle vraiment de dénicher de l'argent afin de pouvoir monter des projets. Notamment, j'invite aussi les ministères de l'industrie qui pourraient en profiter de ces textes juridiques, etc. Et bien sûr, et surtout de l'énergie. J'incite vraiment l'ONM, l'Office national des mines, qui passe inaperçu parce que c'est lui, il se trouve à la Cherguille, et c'est lui qui gère le patrimoine géologique. À certains moments, moi j'ai travaillé avec eux pour un petit projet sur les carrières antiques, et on a voulu vraiment les exploiter, les mettre en valeur en faisant voilà, des toboggans, de petits espaces culturels, etc. Mais nous n'avons pas réussi parce que nous n'avons pas trouvé de fonds. Donc, nos travaux sont restés jusque-là dans les terroirs, etc. Nos suggestions sont restées là. Je pense personnellement, ce que vous venez de montrer aujourd'hui, permettra aux institutions voilà, de tous bords, comme je venais de le dire, donc voilà, de diriger vers les experts qui connaissent bien les lois et ils savent monter les dossiers de A jusqu'à Z afin que nos études, nous, scientifiques, qu'on soit universitaires ou dans d'autres organismes, à la fois de recherche et qui dépend d'autres ministères, à la fois du ministère de la Recherche, je vais dire ministère de l'enseignement et de la recherche, et d'autres ministères, par exemple, co-tutelle entre le ministère de la Culture, le ministère de l'enseignement et de la recherche, ou ministère de l'économie et le ministère aussi de l'enseignement et de la recherche. Toutes ces institutions de recherche de co-tutelle qui sont soumises à la co-tutelle
qu'il vous tende la main et qu'il vous invite afin de connaître tout d'abord s'il existe comme programme, etc., et de monter voilà, des dossiers afin que nos travaux, nous scientifiques, ne restent pas dans les terroirs, ne restent pas lettres mortes. Je pense que ce qui nous manque, hein, moi je connais l'ONM, d'autres institutions telles qu'à Bourg-Chédri aussi, et en relation avec la géologie, toutes les recherches, etc., et l'INP, et nous-mêmes, hein, les universitaires, donc quand on fait des travaux de mise en valeur, non seulement sur le patrimoine, hein, sur les sites archéologiques, mais dans tout autre domaine, qu'il soit à l'origine anthropique ou naturelle, c'est-à-dire il est façonné par la nature, etc., on n'arrive pas à trouver vraiment des preneurs, des bailleurs de fonds. Donc, ce qui nous manque franchement en Tunisie, ces bailleurs de fonds, tels que le PNUD, la Banque nationale, etc. Et c'est vrai ce que vous venez de dire, il faut qu'on sorte, nous, de notre carcan purement recherche scientifique et essayer de vendre notre marchandise hein, vers les autres, la montrer et la vendre. Et cela ne peut se faire que par des experts, fins connaisseurs des textes juridiques et surtout le savoir de monter un dossier pour qu'il passe. Voilà. Et je vous remercie hein, pour tous ces éclairages concernant voilà, l'exploitation de la recherche pure et dure et lui donner un autre aspect plus large qui est beaucoup plus important et qui fait durer en fait le patrimoine. Merci beaucoup, Siam. Oui, c'est un peu la recherche et le développement. Une fois qu'on a des recherches scientifiques, comment faire en sorte que ça puisse servir à d'autres communautés, que ce soit les communautés locales, les communautés d'entrepreneurs, les communautés Donc, comme vous avez dit, de peut-être visiteurs, touristes. Donc, comment, une fois qu'on a un sujet qui a été maîtrisé et qui peut être, qui a les atouts pour sortir de la recherche scientifique et développer davantage, comment les connecter donc à la réalité donc économique, culturelle et faire en sorte qu'il joue son rôle de levier de développement. Je suis tout à fait d'accord, mais des consortiums, ça commence à, enfin, consortium entre guillemets, en tout cas des alliances entre les acteurs privés, que ce soit des associations ou même des entreprises comme moi. Donc, commence à se faire et nous jouissons de beaucoup d'amitié, parce que, encore une fois, on le rappelle que c'est l'amitié qui est à la base des projets de coopération, notamment en lien avec le développement. Et ces alliances-là, j'espère qu'elles vont permettre la création de projets et qui seront également écrits en Tunisie, parce que c'est très important aussi de s'imprégner de nos problématiques et de savoir écrire des choses qui répondent à nos problématiques et de développer ce savoir-faire. Alors certes, au début, ça va prendre un peu de temps, ça va nous prendre un peu d'apprentissage. On ne s'attend pas à ce que tous les projets que nous allons soumettre vont bénéficier des subventions ou des aides pour leur réalisation, mais c'est un processus d'apprentissage, mais une chose est sûre, ça permettra de développer de la compétence en cette matière en Tunisie et d'un point de vue stratégique, c'est très important de le faire. Merci beaucoup, Siam. J'aimerais entendre de nos collègues italiens. Je ne sais pas s'ils peuvent poser leurs questions dans le chat, s'ils ont des questions, s'ils ont des interactions. D'habitude, ils sont un peu plus présents, ils sont un peu plus actifs. Donc, par exemple, je peux poser la question en lien avec effectivement nos collègues italiens qui sont là. Quels sont les instruments listés que j'ai pu lister qu'ils utilisent Volevo sottolineare, non so se c'è la traduzione però, volevo sottolineare un punto
dell'intervento di Madame Garbi, e cioè il riferimento alla necessità delle competenze. Questo è un grosso problema anche per noi in Sicilia e infatti, come è noto, la Sicilia spende pochissimi dei fondi europei di cui potrebbe fruire, proprio per la mancanza delle competenze per la predisposizione dei progetti. Questo è un grosso problema e sarebbe necessaria una formazione specifica in questa direzione. Je suis tout à fait d'accord, Serena. J'ai eu quelques collègues aussi. Bon, en Sicile, même si ça reste, ça nous devance beaucoup par rapport à la Tunisie. Je connais en tout cas des collègues siciliens qui ont pu monter des projets, faire appel à des bailleurs de fonds et réussir à lever des fonds. Donc, il y a un peu de compétences. C'est vrai que le manque est là. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, le manque en Tunisie est très important, beaucoup plus important. Donc, ce qui fait que même parfois, quand on fait appel à des cabinets étrangers, ils ne connaissent pas la réalité tunisienne. Ils finissent par concevoir des projets qui représentent leur réalité à eux, parce qu'ils ne peuvent pas s'imprégner d'une réalité dans laquelle ils n'ont pas vécu. Et on réalise ces problèmes lors de la mise en œuvre. Une fois que la subvention est là, quand on commence à réaliser les projets, on réalise que, il y a des problèmes lors de l'écriture. Et parce que la personne étrangère, aussi sincère soit-elle, aussi compétente soit-elle, ne connaît pas le contexte, n'est pas imprégnée de ses difficultés, de ses avantages, etc. Et donc, il y a un problème. C'est vrai que la partie formation est très importante. On en parle depuis quand même une bonne période, je pense avec Hamden. La formation, que ce soit des gestionnaires ou même des experts. Moi, je ne suis pas experte principalement en levée de fonds. Je fais ça de façon accessoire, mais parce que c'est nécessaire et parce que, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a beau avoir les meilleurs projets en tête, quand on n'a pas les moyens pour les réaliser, ça reste des rêves et ce n'est pas des projets. On ne peut pas les concrétiser. Donc, il faut apprendre à chercher cet argent et à structurer aussi ces projets, même dans sa tête, de façon à ce que ça soit, en anglais, on dit fundable, que ça soit éligible à des fonds. Donc, il y a une adaptation qui doit être faite entre les projets et la réalité des bailleurs, sans pour autant changer des priorités. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de conserver et d'ouvrir aux touristes. Il faut garder ses priorités, mais savoir en fonction de chaque composante du projet s'adresser à un bailleur différent. Peut-être qu'il serait très intéressant de concevoir un projet pour le renforcement des capacités des gestionnaires de sites en lien avec la levée des fonds et que c'est vraiment une compétence à part entière et que c'est beaucoup de savoir-faire. En Sicile, vous me rassurez, mais en Tunisie également. Je suis sûre que ça va se construire avec le temps et plus on va acquérir en compétences et plus on va pouvoir réaliser des projets plus pertinents et qui feront sens pour le patrimoine en Tunisie, en Méditerranée, en Sicile. Grazie. Grazie a lei. Bene, penso che possiamo concludere. Ringraziando ancora una volta Madame Buteina Garbi e alla prossima volta. Arrivederci. À très bientôt. Merci à vous tous. Arrivederci. Ciao.